C'est le 209e épisode des Technos que nous vous proposons, que nous enregistrons un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Enfin, plutôt quelques heures à peine. C'est pas non plus... on n'est pas à quelques jours près, hein, c'est à quelques heures plutôt, mais du coup, vous pourrez l'entendre plus tôt, ce qui est une bonne chose sans doute, avec nos chroniqueurs que sont Xavier et Bruno cette semaine. Hello. Bruno qui a un joli fond de couleur, ceux qui nous regardent en vidéo vont pouvoir... voilà, c'est psychédélique, effectivement. C'est beaucoup plus sobre chez Xavier, hein, comme ça même ceux qui nous écoutent, Voilà. ils ont un petit avis sur le contexte dans lequel nos chroniqueurs se trouvent, chacun chez soi, j'ai envie de dire, l'un au Luxembourg, l'autre dans la grande périphérie bruxelloise, la banlieue on dirait, mais bon voilà, la grande banlieue. On se retrouve comme ça chaque semaine pour parler nouvelles technologies, on aborde ensemble l'actualité technologique avec le regard de ces deux zigomards. Évidemment, vous le savez, on ne peut pas parler de tout, on va aborder essentiellement les sujets que eux ont choisis et qui les ont un petit peu titillés, sur lesquels il y a peut-être moyen d'un petit peu rebondir, d'avoir une opinion. Et on compte aussi sur vous, évidemment, pour donner votre opinion en commentaire, soit sous la vidéo sur YouTube, ou alors où vous voulez, sur le blog, lestechno.be, sur les réseaux sociaux et autres. Vous êtes évidemment les bienvenus, on lit tous les messages, comme par exemple celui-ci. C'est le seul sur lequel on n'a pas envoyé de réponse, le courrier des auditeurs, c'est ce message de Théophraste, j'imagine que c'est un pseudonyme, sinon bonne chance dans la vie. Bonjour messieurs, concernant le bricolage du clavier avec un Raspberry Pi, il existe un système que je trouve vraiment pas mal, il s'agit du Pi-Top, version desktop, a le mérite d'être autonome, il nous laisse le lien, on le mettra évidemment, il est en commentaire en fait sur le blog lestechno.be, en commentaire de la vidéo de la semaine passée, de l'épisode précédent. Sinon, super podcast, je n'écoute pas tout nu, mais immanquablement dans ma voiture le vendredi matin. C'est vrai que certains de nos éditeurs ont l'habitude de nous écouter dans d'autres accoutrements ou en faisant d'autres choses, comme du jogging, de la nage synchronisée, de la cuisine, que sais-je. Voilà. Typiquement, voilà le genre de message que nous recevons de temps à autre. C'est un exemple parmi d'autres de manière de réagir, si vous le voulez. L'autre façon, beaucoup plus simple encore, si c'est sur YouTube, c'est de nous mettre des petits pouces vers le haut. Si c'est sur une plateforme de podcast, de mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'être mieux référencés, mieux vus. Et donc, du coup, on se retrouve beaucoup plus nombreux encore à réagir. Et ça fait une grande communauté, une grande fête des nouvelles technologies et du web. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter pour sa défense, Xavier? Mais le Pi-Top, c'est un chouette message qu'il nous a envoyé, Oui. parce que je connaissais pas le principe, et en fait apparemment c'est un système qui permet sur base d'un Raspberry Pi effectivement d'avoir par exemple un laptop modulaire et qui est destiné aux makers. Donc c'est-à-dire que ça va servir de base pour développer des petits projets comme de la petite robotique, du petit prototypage, apprendre à coder, etc. Il y a apparemment un OS qui est fourni par le projet. J'ai pas encore trop creusé, mais ça a l'air très sympa dans un budget qui est abordable pour ceux que ça pourrait intéresser. Et donc je vais regarder un peu plus en détail. Et pour en conclure, en fait, Théophraste a rebondi sur une des news dont on avait parlé la semaine dernière. On avait évoqué effectivement ce garçon qui avait intégré dans un clavier simplement un Raspberry Pi pour en faire un PC tout à fait fonctionnel. Évidemment, c'est limité à certaines choses, mais fonctionnel malgré tout. C'était une bonne idée. La preuve, on est rarement seul à avoir une bonne idée, d'autres l'ont fait aussi. Et cet exemple-ci est tout à fait différent. Hein. Ici, c'est un petit peu différent. C'est plus une comment on va dire, c'est une station de test. Enfin, voilà, c'est un peu. Mais ici, c'est vraiment l'idée, c'est on embarque ça dans un espèce de laptop, et donc on a tous les périphériques qui sont liés, pas seulement le clavier du coup, et ça sert de plateforme de développement. Quoi. Voilà, on a fait un petit peu le tour de cette info. Donc le lien est sur le blog lestechno.be dans les commentaires de l'épisode 208. N'hésitez pas à commenter et à cliquer sur le lien pour voir de quoi il s'agit, si vous le voulez bien. Nous allons passer à notre abécédaire tout à fait classique.
avec la lettre A comme Alexa. On a appris ces derniers jours que manifestement Alexa écoutait, ou en tout cas des employés d'Amazon écoutaient les conversations des uns et des autres. Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que ça ne fait pas peur? C'est là toute la question. Qui nous en parle? C'est Bruno. C'est moi, oui, tout à fait. Moi, je suis un fervent utilisateur d'Alexa. D'ailleurs, j'avais fait mon choix il y a quelques temps d'utiliser vraiment que Alexa au détriment de Google Assistant, parce que je trouvais simplement qu'elle était plus performant et que j'avais plus d'objets connectés qui fonctionnaient bien avec Alexa. Ouais. Donc cette news-là m'a un petit peu titillé quand même. Après, j'ai creusé un petit peu le sujet. Donc la news dit que effectivement, il y a beaucoup d'employés d'Amazon, un peu distribués partout sur la planète, entre autres en Europe, à Budapest, pour être plus précis. Il y aurait carrément 3 étages d'un immeuble qui serait consacré à que ces tâches-là. Et chaque employé, c'est selon les dires de certains employés, hein, chaque employé sur 9 heures de travail journalier, qui est déjà pas mal, va apparemment transcrire 1 millier de requêtes Alexa et les catégoriser. Donc, à savoir que bon, le problème de ces assistants personnels, c'est qu'ils vont pas forcément reconnaître complètement le contexte. Donc, voilà, Amazon, et je vais directement lier les autres aussi. Donc, Amazon et Apple sont les 2 sociétés qui apparemment utilisent des êtres humains pour justement un peu analyser ces requêtes-là, toutes sortes de requêtes, hein, parce que souvent des requêtes sont lancées sur ces assistants-là sans le vouloir, parce qu'on utilise un mot-clé ou que le mot-clé est mal compris. Chez Alexa, on peut choisir ce mot-clé. Après, chez Apple et chez Google, ils sont fixes. Si je ne m'abuse, si ça dépend aussi, dépend aussi sans doute des skills qui sont adaptés à Alexa pour les radios, les machins, etc. Enfin, chacun, les applications quoi, qui sont liées. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui peuvent influencer ça au niveau des requêtes. Et donc, des êtres humains transcrivent cela pour que le système apprenne. Donc, c'est re-injecté dans la base de données pour que Alexa, finalement, devienne de plus en plus intelligente. Partant du principe que c'est une femme. Oui. Je sais pas forcément le cas. Et voilà. Amazon a précisé que ça peut faire scandale, hein, mais après, voilà, tout le monde sait que si ça écoute, ça doit à un certain moment enregistrer quelque chose. Ce que les gens ne se rendent pas compte éventuellement, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui écoute cela. Amazon a précisé qu'en aucun cas, ces requêtes-là sont liées à un compte utilisateur, donc on ne sait pas les relier. Et oui, après, c'est eux qui le disent, hein, c'est clair. Et Apple a précisé que oui, il y a aussi des requêtes qui sont transcrites de manière-là, mais qu'elles sont, comment on dit, le son est modifié pour qu'on ne reconnaisse pas les voix, etc. Donc, encore plus de privacy, d'anonymité. Au niveau de ces requêtes-là. Après, on se doute que oui, effectivement, l'informatique ne peut pas tout régler, que surtout au début, il faut qu'on aide comme ça. Bon, ça fait quand même depuis 2014 qu'Alexa existe, donc ça fait pas mal d'années, ça fait 5 ans. Et effectivement, Alexa garde une longueur d'avance, et c'est peut-être grâce à ça d'ailleurs. Hein. Donc, est-ce que les employés nous écoutent? Oui, mais ils savent pas qui vous êtes, on va dire. On va répondre un peu à la question. C'est quand même un petit peu inquiétant. D'ailleurs, ça inquiète. Moi, je suis désolé. Google Home, par exemple, quand on va, il y a une page dédiée à Google Home sur laquelle on peut se réentendre donner des ordres. C'est-à-dire qu'on entend sa voix, ce qu'on a dit, hein, OK Google, truc, muche, bazar, et la transcription en texte en dessous. Et de temps en temps, quand ça a loupé, effectivement, la transcription n'a rien à voir avec ce que vous avez dit, ou voilà, il a loupé un mot ou un truc du genre. Ça fait quand même un tout petit peu flipper parce qu'on se dit quand même que c'est pas, enfin voilà, le micro ne se déclenche probablement pas que quand on dit OK quelque chose ou dit Siri, etc. Xavier, c'est quand même inquiétant. Celle qui s'appelle Alexia. Oui, c'est ça. J'en connais. Hein. Oui, ben, sans doute. Donc voilà, c'est quand même des oreilles humaines du coup. Alors c'est pas moins inquiétant parce qu'elles sont, ou plus inquiétant parce qu'elles sont humaines ou technologiques, hein, soyons très clairs. Mais ça prouve quand même qu'il y a des gens qui écoutent. Il y a quelque chose qui écoute. Et donc c'est quand même quelque chose, des appareils qu'on place chez nous dans notre intimité, soit dans son salon, etc. Et donc ça peut capter
probablement des conversations que ça ne devrait pas capter. Tu vois, ça peut être inquiétant. Et si on peut dire, tiens, cette Alexa-là, ou ce Google Home, ou ce Siri, bon, voilà, on sait chez qui il est, c'est encore plus dangereux parce que ça veut dire qu'on peut aller écouter volontairement une personne donnée, quoi. Oui, a priori, cette information-là, elle existe parce que votre Echo ou Google Assistant ou peu importe, il est appairé à votre compte, donc il est connecté à votre compte, et c'est d'ailleurs une de ses forces, c'est qu'il peut vraiment s'adapter à votre compte, à vos besoins, à votre contexte finalement. Donc voilà, tout ce qui est stocké à un certain moment peut être hacké et peut être donc mal utilisé. Tout est de savoir combien de sons est effectivement enregistré et stocké. Après, ça prend quand même de la place. Je suppose que tout n'est pas stocké, mais on pourrait détourner le système. Tout comme on peut dire que les caméras qui sont dans les appareils peuvent être aussi mal utilisées. Oui, évidemment. Voilà. Du moment qu'on utilise la technologie, on peut Toute petite conclusion par Xavier. Non, est-ce que ces assistants n'apprennent pas aussi à reconnaître de mieux en mieux notre voix? Mais si c'est le cas, c'est d'office qu'il y a un lien quelque part entre la voix et l'utilisateur. Hein. Pas nécessairement. Je pense que là, il y a un petit apprentissage. Enfin, ça dépend. Chez Google Home, par exemple, il y a un petit apprentissage pour garantir que ce soit votre voix et pas celle d'un visiteur, par exemple, qui soit actif. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas réagir à la voix de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus. Enfin voilà. En même temps, le problème reste le même. C'est un micro. Hein. Donc, quoi qu'on dise. On passe à la suite, si vous le voulez bien. On va parler un peu tuture. A comme Audi, des rétroviseurs 2.0 pour la nouvelle Audi e-tron. On dit e-tron, même si ça s'écrit e-tron. Ça reste un truc très bizarre, ce nom de voiture. Quoi qu'il, c'est en tout cas une nouvelle technologie qui s'embarque aussi dans les voitures, manifestement. C'est Xavier qui va nous en parler. Tout à fait. Donc la e-tron, c'est ce SUV qui est complètement électrique, qui est fabriqué à Forêt, en Belgique, chez nous, en région bruxelloise. Forêt, voilà, commune de la région bruxelloise. Qui va générer, avec les fabrications, il y a quand même plus de 3000 emplois qui sont créés par cette usine qui a eu des hauts et des bas, hein, puisqu'elle n'a pas toujours eu facile. Une usine VW au départ, hein, enfin, qui fabriquait des VW, des Golf, etc. Donc, en fait, ils ont décidé de faire des rétroviseurs virtuels qui sont intégrés dans les portières, parce qu'ils ont eu finalement l'autorisation de pouvoir supprimer les miroirs qui sont sur les rétroviseurs pour les remplacer par des caméras HD et qui vont donc envoyer l'image en temps réel sur des écrans intérieurs qui se trouvent en fait juste en dessous au niveau de la portière de l'emplacement là où il y aurait les rétroviseurs. Alors la technologie c'est basé sur un petit écran qui est tactile, donc on va pouvoir, grâce à des petits boutons, zoomer dans l'image. On va pouvoir évidemment contrôler le champ de vision un petit peu comme on le fait sur un rétroviseur normal. Et tout ça pour la bagatelle de 82 000 €, qui n'est heureusement pas le prix du rétro, mais de la voiture de base. Alors, moi j'ai tagué cette news d'une part parce que c'est une nouvelle technologie qu'on n'a pas encore l'habitude de rencontrer, mais surtout, moi je me demande franchement à quoi ça sert. D'autant, alors je vais dire que je me demande surtout à quoi ça. Je me demande surtout à quoi ça sert. Pourquoi ? Parce que en fait, si ça avait permis de faire disparaître les angles morts, les rétros, donc le fait que le rétroviseur ressorte de la carrosserie, j'aurais pu comprendre. Mais ici, en fait, ils ont juste remplacé les miroirs par une caméra. Donc il y a toujours quelque chose qui sort de la carrosserie. Et donc pour moi, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'on va pouvoir peut-être enregistrer l'image après ou autre. Oui, mais là, alors à ce moment-là, je te rejoins complètement parce que j'avais pas percuté moi. Je vais remettre l'illustration sur le site de news Tiny News qui relève donc cette information. Effectivement, on a remplacé simplement le rétroviseur par une caméra et déporté l'écran à l'intérieur de la voiture, dans la portière de la voiture. Moi, je trouve qu'on passe à côté quand même d'un objectif qui est de quand même virer tout ce qui est problématique de l'angle mort et des choses du genre, et on aurait pu peut-être mieux intégrer la caméra. Alors, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'elle a une optique particulière qui permet de justement de voir plus large et mieux autour de soi. Moi, je pense que l'écran tactile, c'est peut-être pas la meilleure idée
idée, parce que c'est quand même une source de perturbations supplémentaires. Hein. Il y en a déjà quand même pas mal dans l'habitacle d'une voiture. Donc il faut voir à quoi servent ces écrans tactiles. Je sais pas, je te rejoins sur l'aspect, l'ergonomie du truc, cette protubérance, entre guillemets, qui gêne et qui des fois est arrachée par un cycliste ou un piéton passant par là, soit par malveillance, soit par inadvertance. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un objet externe à la voiture, quoi. Oui. J'aurais compris s'il n'y avait pas cette protubérance. Ouais. Voilà. Moi, je suis beaucoup le développement des véhicules électriques, à force. J'ai vu des beaux prototypes de Honda qui justement intègrent des caméras aussi au lieu des rétroviseurs, mais qui sont vraiment très proches de la carrosserie. Donc il y a deux problèmes avec les rétroviseurs. C'est d'une part, ils créent énormément de turbulences aérodynamiques. Donc pour les véhicules électriques, ça va avoir un vrai impact. L'autre problème, c'est le son que produit cette distorsion-là. Et sur les véhicules électriques, on l'entend beaucoup plus que sur un véhicule non électrique. Les écrans, c'est une bonne idée. L'emplacement, pas forcément, je pense, au niveau des portières. Il devrait être un peu plus haut. Qu'ils soient tactiles, je suis d'accord avec vous, ça n'a aucun sens. L'avantage des caméras, c'est l'angle qu'on peut améliorer, et aussi on peut ajouter des fonctions comme la vision nocturne, par exemple, sur ces caméras-là, qu'on n'aurait pas sur des rétroviseurs. Donc l'idée est bonne. Certaines informations, puisqu'on quitte le tableau de bord et l'avant des yeux, si on regarde de cet endroit-là, on pourra avoir quelques informations, la vitesse, par exemple. Voilà. Chez Honda, par exemple, ils intègrent ces écrans-là vraiment au niveau du tableau de bord, donc pas besoin de déporter son regard sur la gauche ou la droite pour regarder cela. Après, voilà, c'est vrai qu'il y ait quand même des bâtons comme ça qui dépassent. Je pense que c'est peut-être pas encore un prototype et c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore le modèle fini. Ouais. Après, j'ai un petit coup de gueule à lancer quand même. Ouais. Si on veut rouler électrique, on va pas prendre une voiture qui fait presque 3 tonnes. Donc Litron, on voulait l'appeler, donc ça pose problème aussi ce nom pour les polémiques français, est un véhicule très très cher, très très grand, et finalement pas très efficace au niveau rendement électrique. C'est ça, on s'éloigne un petit peu. Ouais, on s'éloigne quand même avec ce genre de véhicule de l'idée, enfin en tout cas, si c'est pour cette raison-là qu'on achète un véhicule électrique, parce qu'on peut aussi l'acheter parce qu'on est un peu geek ou qu'on a envie de performance particulière, etc. Tesla est complètement dans cette cible-là, hein, par exemple, soyons très clairs. Si vous achetez une voiture électrique pour des raisons, on va dire, écologiques, c'est peut-être pas le modèle le plus convenu, hein. On peut être clair là-dessus. On peut passer à la suite. Comme e-bike, on va encore parler de véhicules électriques avec un véhicule. Alors là, Bruno, c'est un véhicule électrique écologique et ça ceux qui nous disent ah mais non, le skate électrique c'est toujours un peu perturbant et ça pollue parce qu'il y a les batteries. Ah ben celui-là, en plus, il a pas de batterie. Donc voilà. Pour une fois, c'est vraiment quelque chose d'innovant, une nouvelle idée. Il y a toujours des détracteurs, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y aura des détracteurs pour. Non, pas des tracteurs, des vélos. Pardon. Pas mal. Donc, c'est un groupe français. Oui, on va faire un peu l'éloge des Français, je pense, de ce côté-ci. Parce qu'ils sont à la base de beaucoup d'idées novatrices, il faut l'avouer. Et c'est le groupe français Veloci, je sais pas comment il est. Je pense qu'on peut dire Veloci. Je pense que oui, c'est pas des Italiens, mais bon. Non. Donc qui ont l'idée de faire le design. Je vous arrête tout de suite, ceux qui disent c'est moche. Le design n'est pas fini. Donc c'est vraiment que le concept, l'idée. Justement remplacer. Oui, voilà. Justement remplacer. Donc c'est pas des Italiens, c'est clair. Hein. Oui, c'est pas du design italien, ça. Voilà. Non, l'idée c'est de remplacer justement la batterie. Je rappelle brièvement parce qu'on aura après encore une deuxième news sur les e-bikes. Donc il faut un peu expliquer ce qu'est un e-bike. Un vélo à assistance électrique, un VAE, un pédélec, peu importe comment on l'appelle, est à la base un vélo électrique où il faut pédaler, et quand on pédale, un système d'aimant, généralement, voit qu'on est en train de pédaler et il va activer un moteur. C'est ça. Voilà. C'est une assistance. Le moteur va aider. C'est une assistance. Voilà. Cette énergie qui va alimenter le moteur vient d'une batterie. La batterie est chargée. Voilà, c'est une chose. C'est comme ça que fonctionne un vélo à assistance électrique. Ici, le concept est tout à fait autre. Ils veulent se passer de la batterie. Et d'ailleurs, ce n'est plus le fait que nous, on pédale qui va faire avancer directement le vélo. L'idée, c'est que en pédalant, on génère de l'électricité, ce qui n'est pas du tout le cas dans un pédélec, dans un vélo à assistance électrique, et que cette électricité-là va servir à faire
tourner un moteur électrique. D'accord. Ok. Mais tu dois pédaler 2 fois plus fort aussi. Voilà, c'est ça. Non, pas vraiment. C'est juste que voilà, l'énergie est stockée temporairement dans des supercondensateurs au lieu d'être stockée dans des batteries. Un condensateur a l'avantage d'être beaucoup plus pérenne qu'une batterie, une durée de vie entre 10 et 15 ans. Et il y a quand même un peu de stockage. Donc voilà, cette énergie-là qu'on a fournie, qu'on ne fournit pas selon l'effort qui doit être produit, parce qu'on va juste pédaler à son rythme, tout bêtement. C'est comme un dynamo. Mais on va avoir assez de courant pour avoir la petite impulsion nécessaire quand on va démarrer un feu rouge ou par exemple un truc comme ça, quoi. C'est ça. Oui, on va avoir cette impulsion-là parce que le condensateur va pouvoir stocker un peu d'énergie pour justement prévoir ces coups-là. Et après, il va utiliser cette énergie régulièrement. Après, ça sera pas pour faire des courses avec, c'est pas une vitesse trop importante. Donc, les concepteurs pensent que ça sera pour faire une vitesse de plus ou moins 15 km/h, qui est une vitesse déjà très intéressante. La vitesse de marche soutenue est de 6 km/h, donc 15 km/h, c'est déjà intéressant. Et donc, ils veulent donc faire des prototypes qui vont tourner autour des... Enfin, les premiers modèles devraient tourner autour des 1500-2000 euros, qui est le prix tout à fait normal pour un vélo électrique. L'autre avantage étant aussi au niveau du poids du vélo, parce qu'on va gagner le poids des batteries et tout ce qui est mécanique en plus. Donc voilà, ils vont lancer un site où les gens vont pouvoir voter pour différents designs et choisir en fait à quoi va ressembler le premier modèle utilisant cette technologie. J'ai une remarque et une question, et puis je passerai la parole à Xavier. Excuse-moi Xavier. Une remarque en sous forme de parenthèse, c'est qu'on a, il est pas encore là, mais il est bien caché quelque part. On va vous le montrer un de ces jours. Un nouveau chroniqueur qui s'appelle Adrien, dont la spécialité c'est justement tous les moteurs électriques, etc. Il en conçoit lui-même, il en fait fabriquer, etc. On aura l'occasion de vous le présenter, j'espère, dans les semaines qui viennent. À l'occasion de différents hors-séries de nouveau consacrés aux véhicules électriques pour le coup. Mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Donc on salue ce nouveau chroniqueur Adrien et je referme la parenthèse. Et ma question qui suit, c'est parce que je ne m'en rappelle plus. Il me semble que les vélos à assistance électrique, pour ne pas qu'ils soient considérés comme des vélomoteurs, le moteur se coupe à une certaine vitesse, je pense. Il 25 km/h. C'est ça. Voilà. Oui. Donc avec les 17 km, les fameux 17 km/h, on n'en est pas très loin finalement. Voilà, c'est pas vraiment contraignant. Voilà, Xavier. Mais je me demandais aussi si le vélo récupérait l'énergie, par exemple, quand on est en descente, ce genre de choses, justement, un peu... Oui, c'est ça. A priori, ici, rien n'empêcherait cela, effectivement, parce qu'on a dissocié vraiment le fait de produire de l'énergie, le fait d'être en mouvement. Donc oui, sur un vélo à assistance électrique, généralement, non. C'est contre-productif. On va pas récupérer cette énergie-là, on va laisser rouler le vélo, parce que qui dit récupérer l'énergie, dit freinage, récupération d'énergie. Voilà. C'est une idée. Hein. C'est sans doute vers ce genre de solution-là qu'il va falloir aller aussi, hein, parce que c'est aussi de l'énergie propre, de l'énergie verte, nos mollets. Voilà, ça en fait partie également. Et si à la maison, tu vois, tu le montes sur des rouleaux, tu peux produire un peu d'électricité pour faire marcher la cuisinière. Il va falloir quand même pas mal pédaler à mon avis, mais voilà, c'est des petites farces comme ça. À mon avis, on peut encore en avoir. Tu vois, le vélo, on a ça dans des bandes dessinées des fois. Je pense que c'était dans Gaston Lagaffe ou des trucs comme ça, où t'as le type qui pédale dans la cave pour alimenter en énergie la maison. On y arrivera un de ces jours, à mon avis. Pour la machine à laver, on y est. Hein. Il y en a plusieurs qui le font. Hein. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui construisent une machine à laver où ils doivent pédaler. Quoi. Voilà, ben pourquoi pas finalement. En plus de ça, si vous avez besoin de faire du sport, ce serait complètement couillon de faire du sport d'un côté et de l'autre côté payer de l'électricité, alors qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, c'est vrai. On n'a pas fini avec ces vélos électriques, ces e-bikes, Bruno, puisque il y en a un autre. iWish, c'est ça, le vélo électrique. iWish, oui. Voilà, c'est un vélo électrique qui là va s'adapter à nos trajets. Oui, en fait, là, c'est par contre un vélo électrique tout à fait classique, on va dire, parce qu'il y a une batterie, il y a un moteur, donc il y a pas de dynamo. Mais le fort de ce projet qui était à la base, qui est aussi un projet français, marseillais, qui était à la base un projet Kickstarter d'ailleurs, qui a été clôturé avec succès. Donc voilà, on va voir si ça va être produit. Donc le fort de ce vélo-ci
n'est pas sa technologie, mais est quand même sa technologie parce qu'il embarque de l'intelligence artificielle, parce qu'on appelle l'intelligence artificielle, hein, tout le monde l'a compris. Et donc le vélo va donc vraiment s'adapter d'une part à vos trajets. Donc il va prendre en compte des trajets habituels que vous faites et va en déduire où vous allez aller. Ou alors on va lui dire via l'app qu'on va aller à tel point, il va utiliser les instructions GPS pour l'indication GPS pour connaître exactement le trajet là, va intégrer des informations comme la météo, la température, le vent, etc. pour adapter la consommation électrique du vélo. Donc il va donner plus ou moins d'énergie pour qu'on puisse arriver à son but en ayant utilisé que de l'électricité. Donc, sachant que si on a une batterie faible, par exemple, et si on utilise la puissance maximale directement, on va à un certain moment tomber en panne et devoir pédaler à la fin de son trajet. Ici, le système va vraiment analyser tous ces paramètres-là et donner l'énergie qui est nécessaire à un certain moment pour quand même pouvoir arriver à bon port. Donc ça, c'est bien entendu une intelligence artificielle qui va apprendre aussi de tous les trajets que vous faites et des erreurs même. Donc cette intelligence artificielle va, selon le trajet que l'on a envisagé, dire tiens là il y a des côtes, donc on va garder de l'énergie pour les côtes, on va peut-être pas nécessairement utiliser de l'énergie pour démarrer au feu rouge parce que voilà t'as qu'à te servir de tes pieds, t'auras besoin de plus de courant quand ça va grimper, des choses comme ça quoi, la gestion d'énergie quoi. Voilà, et il va prendre en compte, par exemple, la température, parce qu'il sait que les batteries au lithium vont être moins efficaces avec une température... La vitesse du vent. La vitesse du vent aussi, exactement. Donc, tous ces paramètres-là, oui, tous ces paramètres-là seront pris en compte pour justement calculer cette consommation et l'optimiser. Donc, elle va essayer d'utiliser, suivant les paramètres qu'on va lui donner, toute l'énergie disponible dans la batterie pour ce trajet-là, si c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, il va te faire pédaler plus. Finalement. Et donc on va gagner en autonomie, enfin en distance parcourue, on imagine, avec une batterie efficiente de bout en bout, en tout cas là où on en aura besoin. Quel est le gain en fait? On le sait ça, quel est le bénéfice? Parce que finalement c'est bien de calculer tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait un bénéfice à un moment donné, quoi. Ça se calcule comment d'abord, en termes de kilomètres parcourus ou... ça sera complètement optimisé, oui. Après, ils n'ont pas encore annoncé de chiffres que ce que ça va donner comme avantage, mais l'important, c'est vraiment qu'on arrive à son but en ayant utilisé quasi que de l'énergie électrique en fonction de la puissance qui a été accordée pour certaines côtes ou autres. Donc ça c'est le fort. Mais c'est vraiment un problème hein, parce que les gens ne savent pas doser. Ils se disent je vais tout au maximum. Et puis après, je sais plus, je dois pédaler. Donc un vélo électrique, à la base, il est beaucoup plus lourd. Enfin, il est plus lourd qu'un vélo classique. Oui, et puis j'imagine autour des 27 kilos. Donc le concept va aussi bien pour des vélos cargo, par exemple. Hein, vous savez, si vous êtes en charge, pas en charge, avec quelqu'un dedans, un bébé, enfin voilà, toutes sortes de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Xavier avait peut-être un truc à rajouter sur cette news. Non, mais en fait tout a été dit. D'accord, ok, parfait. Donc si on a été complet, on a été complet. Si vous avez un avis à partager par rapport à cette info-ci ou toutes les autres d'ailleurs, n'hésitez pas, je le répète, à le faire. On lira ça et on répondra directement ou on répondra la semaine prochaine ou une semaine à venir. Il n'y a pas de problème. C'est le genre de sujet qu'on apprécie particulièrement, évidemment. Mais on parle aussi de laptop, par exemple. Elle, comme laptop, on reparle de Asus, qui réinvente quelque part le clavier numérique, Xavier. Ouais, voilà, on parle pas trop souvent des laptops dernièrement parce que c'est finalement. Il y a rien qui ressemble plus à un laptop qu'un laptop. Voilà, un écran qui est plus joli, des choses comme ça. Ici, c'est une innovation qui m'a un petit peu marqué. Donc en fait, ils ont réinventé le touchpad, donc le pavé numérique. Non, pardon, le pavé numérique qu'ils ont intégré au touchpad. Donc le touchpad, c'est cette espèce de tapis de souris qu'il y a sur le laptop et qui sert de souris, et qu'ils ont appelé le numpad. Donc en gros,
leur but était de pas trop empiéter sur l'espace qui accueille le clavier physique et pour qu'on ait toute la place pour taper avec toutes les lettres de manière efficace. Ouais. Ils ont intégré ça donc dans cette espèce de touchpad et c'est éclairé par des LED. On va pouvoir activer un clavier numérique qui va être affiché donc sur cette partie-là et qui va être activé ou désactivé avec une simple pression sur une icône qui sera en haut à droite de cet emplacement. Et même si le clavier numérique est activé, en fait, la technologie touchpad va continuer à être utilisable. Donc, on va pouvoir mixer l'utilisation du touchpad et du keypad, en fait, donc du clavier numérique, sur un même emplacement. Ça peut être assez pratique et ça permet d'avoir un clavier fort utile malgré qu'on ait un laptop qui soit, par exemple, avec un écran 13 pouces ou autre. Pour ceux qui travaillent beaucoup dans Excel ou avec la calculatrice, c'est pas mal, je trouve. C'est une chouette fonctionnalité. Si vous avez l'usage du pavé numérique, ce qui n'est pas toujours le cas, faut le reconnaître, voilà. Mais si vous avez beaucoup de données mathématiques à rentrer, c'est quand même fort utile. Mais que vous avez qu'un tout petit clavier, qu'un tout petit emplacement, c'est une bonne idée. Comme quoi, il y a encore aujourd'hui moyen d'inventer des trucs ou d'amener des idées. Je sais pas si ça avait déjà été fait par le passé, j'ai pas l'impression, j'en ai pas le souvenir. Ici, donc c'est sur un nouveau laptop haut de gamme qu'ils ont sorti la fonctionnalité, c'est le ZenBook 14 UX433F, mais ce n'est pas le premier parce qu'il l'avait fait aussi sur un laptop un peu plus entrée de gamme qui est le VivoBook S14. D'accord. Donc quand c'est entrée de gamme, on retient le nom. En tout cas, on fait un nom qu'on retient. Quand c'est pour les professionnels, on fait des trucs à rallonge, très compliqués, etc. Ouais. C'est Asus, ça a toujours été comme ça. Mais tu peux taper le nom du laptop facilement grâce au clavier. Oui, c'est ça, parce que comme c'est une référence numérique, voilà. Moi, je trouve que ce genre, ça a le mérite d'exister. C'est une bonne idée, et pour ceux évidemment qui en ont l'usage. Sinon, si vous n'avez pas de pavé numérique et que vous en avez besoin d'un, ça existe en port USB. Il suffit de le plugger en plus sur votre machine. Donc voilà, ça peut fonctionner aussi. Il faut voir ce qui vous convient le mieux, évidemment. Avoir à l'usage. Et oui, effectivement. N, la lettre N comme Netflix, on l'a appris ça cette semaine aussi, après les annonces Apple il y a quelques semaines. Netflix coupe Apple AirPlay. C'est quand même un petit peu particulier, Xavier. Donc Bruno, évidemment. Je dis Xavier, genre Xavier sur un sujet Apple, oulala. Pas du tout Apple. Hein. Non, c'est vrai que c'est plus un sujet Netflix que Apple, quoique ça vient aussi du fait que Apple s'ouvre aux devices, aux autres devices. C'est ça aussi. Exactement. C'est la raison annoncée par Netflix de couper cette fonctionnalité de AirPlay parce qu'en fait, vu que le AirPlay et iTunes va être disponible sur d'autres téléviseurs comme Samsung, Sony, LG, Philips, Panasonic et d'autres, ils ne peuvent soi-disant plus garantir l'expérience utilisateur. Donc après l'autre, je dirais que l'idée cachée, c'est que toutes ces marques intègrent une application Netflix et en fait payent Netflix pour utiliser leur application d'office, au même droit à un bouton sur les télécommandes, sur beaucoup de télécommandes. Et c'est pas Netflix qui paye, c'est la marque qui paye Netflix. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un argument de vente maintenant pour du device, c'est d'avoir la possibilité d'avoir Netflix dessus. Quoi. Voilà, donc oui, moi j'ai une télé LG maintenant que j'ai acheté et effectivement il y a un bouton Netflix et un bouton Amazon Prime. Sur la Mi Box S, il y a également sur la télécommande un petit bouton Netflix. Voilà, donc l'idée c'est que ils continuent à gagner leur royalties là-dessus parce que si on peut streamer à partir de son iPad ou son iPhone directement Netflix sur le téléviseur, on n'a plus besoin d'avoir d'application intégrée. Ouais. Donc ça c'est clair. Est-ce que Netflix va aussi couper toute intégration de Chromecast? Ça, on ne sait pas. Et tous les protocoles de streaming qui existent, ça, on ne sait pas. Mais on va supposer que ça va aller dans la même idée. Après, Netflix, c'est un petit peu fâché peut-être avec Apple aussi, parce que bon, Apple va lancer leur propre service
de télévision, de VOD, qui va regrouper certains services. Et Netflix a déjà dit qu'ils vont pas vouloir être intégrés à l'Apple TV+, donc à ce service-là. Donc voilà, la guerre commence entre les grands du streaming. Oui, bah, on l'avait dit, hein, de se lancer dans le service, c'est quand même un tout autre boulot, entre guillemets, pour Apple, que de se lancer avec des outils maîtrisés. Hein, et voilà, c'est software et hardware maîtrisés. Là, ils s'aventurent sur des terrains qui sont un petit peu plus escarpés, un peu plus dangereux. Donc, c'est un premier signe. Ce ne sera pas le seul, à mon sens. Je ne sais pas si Xavier a un truc à rajouter là-dessus, j'ai pas l'impression. Moi, je voulais juste faire j'ai une LG. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse, c'est qu'apparemment les applications, justement Apple TV, l'application arrive prochainement, paraît-il. Elle va être bientôt disponible, elle est en cours de déploiement, ainsi qu'une application podcast. Je tiens à le préciser également, une application musique et une application livre. Donc ça laisse plus beaucoup de place à iTunes. À un moment donné, je pense qu'ils vont tuer iTunes. C'est ce qui se chuchote en tout cas, hein, que la volonté serait de flinguer iTunes, un de ces quatre. Et donc à mon avis, là, c'est bien parti pour. Donc affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. O, la lettre O comme Office. Google Docs facilite l'utilisation de documents MS Office. Ça, c'est qui nous en parle? C'est Xavier. Ça, c'est fait. Voilà. C'est fait. On a Merci. Comment ça se passe? Non. Donc, en gros, pour ceux qui utilisent Google Docs, hein, donc c'est l'application Office, la suite Office de Google qui est disponible gratuitement via le navigateur Chrome notamment. En fait, quand vous receviez un document au format Excel, Word, PowerPoint ou autre, vous pouviez l'importer en mode compatibilité, vous pouviez ensuite le convertir en Google Doc, Sheet ou Slides, qui est le pendant de Word, Excel et PowerPoint. Et puis, une fois que les modifications étaient faites, vous pouviez le réenregistrer au format Office. Maintenant, il y a depuis ici le mois d'avril, on va pouvoir aussi bien dans la version gratuite de Google Docs que dans la version payante sous Google Suite, on va pouvoir ouvrir et travailler directement au format Office. Et donc c'est une petite news, mais ça permet aux gens qui utilisent ces documents-là de plus devoir faire des étapes en plus, et j'imagine aussi conserver une mise en page un peu plus proche de celle qui était dans le document d'origine, en fait, tout simplement. Donc ça va faciliter pour les gens qui n'ont pas une suite Office de Microsoft Office, ça va faciliter l'interaction avec ce type de document. Oui. C'est une bonne chose. Souvent, professionnellement, on a la suite, machin qu'on n'a pas au niveau personnel, et de temps en temps, faire passer un document de l'un à l'autre, ça permet quand même de se faciliter la vie et de garantir. C'est surtout ça, je pense, hein, la mise en page, parce que qu'est-ce qu'on peut s'énerver sur la mise en page? C'est dommage de la perdre, de devoir repartir de zéro, ou de ne pas pouvoir la reproduire à l'identique, simplement parce qu'on a changé d'application. C'est un peu triste. Pour ceux qui ont un Chromebook aussi, j'imagine c'est une très bonne chose, quoi, parce que ça va devenir vraiment un outil de travail assez complet qui va permettre quand même de pouvoir travailler avec des personnes qui vous envoient des documents dans le standard, en fait. Hein. Ouais. Bruno, un commentaire ou pas? Non, c'est intéressant parce que moi j'utilise beaucoup Google Docs, effectivement. J'utilise aussi LibreOffice, enfin un fork d'OpenOffice. J'ai vite utilisé effectivement Office parce que j'aime pas trop utiliser des produits Microsoft sur mes Mac. J'ai des Mac partout, au boulot et à la maison. Et effectivement, ça c'est une bonne nouvelle parce que oui, effectivement, on perd la mise en page en convertissant. Et puis là, on peut se passer de Microsoft pour leurs propres documents, qui reste quand même une référence dans le milieu professionnel. C'est vrai. Et les gens sauvegardent leurs documents comme en fichier doc au lieu de les sauvegarder dans des formats plus portables comme les PDF ou autres. Donc c'est une bonne chose, effectivement, et je vais m'empresser de tester cela rapidement. Vous aussi peut-être chez vous, hein, et n'hésitez pas à revenir avec votre retour d'expérience dans les commentaires, vous serez les bienvenus, évidemment. Truc à rajouter? Non, juste une grosse toux. On était à la lettre Q comme Quant, le moteur de recherche français, hein, Quant qui veut faire copain-copain avec la presse, manifestement, Xavier.
Oui, c'est un sujet que tu maîtriseras certainement mieux que moi, mais en gros, le patron de Quant, Eric Leandri, veut proposer un nouveau modèle de rémunération pour la presse sur le web. Et en gros, il propose de reverser à la presse française, pour laquelle il attend les RIB, hein, donc c'est-à-dire les comptes, les numéros de compte en banque, en gros, les coordonnées bancaires. Il attend ces données-là pour pouvoir les rémunérer à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires. Donc, ou de leur bénéfice en tout cas. Ouais. Donc ça représente à peu près 1 million d'euros pour la presse en 2019. Et en fait, l'idée, c'est de créer un droit qui est similaire au droit d'auteur pour la presse. Alors, si on faisait ça, si on appliquait la même chose par rapport à Google, par exemple, pour donner une petite idée, ça générerait entre 150 et 200 millions par an pour la presse française, uniquement. Donc, c'est, j'imagine, une très bonne chose pour la presse française et c'est quelque chose que le moteur va pouvoir... le moteur va peut-être pouvoir s'entendre beaucoup mieux avec la presse française et donc mieux afficher le contenu des articles, etc. Moi, je pense que c'est surtout ça, au-delà du fait que ça aide la presse, hein, clairement, je pense que c'est aussi question d'enfoncer un coin par rapport à Google, aussi après le vote de l'article 11 et de l'article 13 plus récemment au niveau européen. On va pas refaire l'histoire ici, mais ça fait partie c'est un chapitre entre guillemets dans ces histoires-là. Voilà, faut voir s'il va pouvoir tenir le coup économiquement, parce que ça veut dire qu'il va autour de ça devoir vendre de la publicité. Et comme ils ne font pas de publicité ciblée chez Quant, c'est de la publicité qui a peut-être à faible valeur ajoutée par rapport à celle que propose éventuellement Google. À voir, hein. Là je m'avance peut-être un petit peu, mais il faut quand même avoir c'est culotté, on va dire. J'espère que ce n'est pas juste un effet d'annonce. C'est ça. Il y a autre chose derrière ça aussi, puisqu'en fait, il veut profiter de la réforme européenne pour proposer une solution qui va, via un panier numérique et décentralisé, va pouvoir identifier les propriétaires de contenu. C'est ça. Et donc, on va pouvoir vérifier avant d'utiliser un contenu si ce contenu appartient à quelqu'un d'autre. C'est très différent, par exemple, du système qui est utilisé par Google qui s'appelle le Content ID, puisque là, Content ID va quand même pouvoir analyser, quand vous allez faire cette recherche, quelle est votre adresse IP, quel est le contexte de la recherche, etc. Et donc, vous êtes quand même tracé d'une certaine manière. Alors que Quant, c'est son objectif, veut vraiment avoir un moteur qui est safe pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il ne trace pas votre historique, il ne trace pas ce que vous faites sur le web, et donc c'est un moyen de surfer de manière un petit peu plus anonyme. Oui, c'est une éthique qui se respecte complètement, soyons très clairs. C'est une alternative à Google. Je vous conseille d'aller jeter un œil sur Quant, ça marche bien. On est bien référencé dans Quant, en plus. Donc, non, mais autant le dire, c'est vrai. On n'est pas rémunéré par Quant. Hein. Non, absolument pas. Et on ne demande pas à l'être non plus, d'ailleurs. C'est un bon service, ça marche bien. Et ça mériterait d'être encore plus dans la lumière que ça ne l'est. Parce que, effectivement, c'est pour ça que je parlais d'effet d'annonce. Ce type d'annonce contribue aussi à ce qu'on en parle et à ce que la presse elle-même, parce que ça on touche à vraiment là au fil conducteur du truc, c'est que en flattant, j'y mets des guillemets, la presse, on s'assure aussi que la presse communique. Et donc, il y a un win-win qui se crée d'office. Donc, à voir, à suivre, évidemment, dans les semaines, les mois qui viennent, pour voir comment tout ça va se profiler. Je trouve ça plutôt intéressant. Je ne sais pas si Bruno avait un truc à rajouter là-dessus. Voilà. Donc, la presse, évidemment, on ne va pas remettre le couvert 10 000 fois non plus, mais la presse papier, qui ne se sent pas très très bien, il faut bien le reconnaître. C'est pas le truc le plus rentable du moment. Si vous devez investir des sous, c'est peut-être pas par là qu'il faut aller. Par contre, si vous avez envie d'informer et de participer, n'hésitez pas à investir dans des abonnements aux journaux que vous avez l'habitude de lire, parce que voilà, c'est une information de qualité, ça se paye aussi. Il faut quand même le dire. Ok, bon, on peut clore le sujet Quant, je pense.
Et la lettre S comme Sonos, mais pas que Sonos d'ailleurs, comme c'est un nom à la Ikea. Oui. Il fallait s'en douter un petit peu, puisque c'est voilà, la première présentation, la représentation de ce qu'on avait déjà évoqué, Bruno, il y a quelques temps. Hein, c'est l'association, en tout cas la collaboration entre Ikea et Sonos. Exactement. Et donc le S c'est pour Sonos ou Symfonisk. Oui, et oui. Voilà, Symfonisk. Donc, c'est deux enceintes présentées donc par enceintes connectées au système Sonos, hein, à l'écosystème Sonos, présentées par Sonos et Ikea conjointement. Donc, il s'agit premièrement d'un petit modèle qui peut faire office d'étagère, petite étagère pour livres ou peut être mise. Qu'un livre et étagère même, hein, donc elle peut servir d'étagère même, exactement. On n'a pas encore les prix exactement, mais elle sera autour des 100 €, en sachant que les produits Sonos sont généralement plus proches, enfin à partir de 200 € et vers le haut, c'est quand même assez bon marché. Et puis la lampe, donc ils n'ont pas. Il faut aimer le design, bien entendu, hein, c'est un design Ikea. C'est le pied, pour que tout le monde soit bien au courant, c'est le pied de cette lampe. Il y a aussi un abat-jour qui est une ampoule, hein, en gros. C'est donc dans le pied sert de haut-parleur, quoi. En gros, voilà, le pied sert de haut-parleur. C'est très laid. C'est parti pris. Il faut pas dire que c'est laid. Les goûts et les couleurs, ça se discute, mon cher. Donc, moi, je trouve pas ça si laid que ça. Ça s'intègre bien dans des meubles, sur des meubles Ikea. Voilà. Donc, c'est un peu le but. Hein. Je pense que c'est eux, ils font les trucs pour eux, pas pour que ça te plaise à toi, mais que ça plaise aux clients Ikea. Mais c'est vrai. Mais parce qu'il y a un truc très très vrai dans leur communication, c'est qu'ils le montrent en plus. C'est ça qui est fabuleux. J'ai regardé les photos. Tu nous as envoyé le dossier de presse. C'est qu'ils le montrent dans un environnement en carton. Et donc, on est tout à fait, c'est juste, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est épurer les meubles Ikea à l'extrême, hein, et ils n'ont laissé que le carton, donc tout ce qui est blanc, bleu, brillant, machin, etc., ils ont viré, pour mettre en évidence les le produit Sonos. Voilà. Oui. Donc, ils ont tout compris à leur produit. C'est ça qui est bien. Ils connaissent bien. C'est du marketing. La lampe devrait tourner en dessous des 200 €. Ils n'ont pas encore annoncé les prix dans les différents pays, mais c'est à nouveau, c'est presque le prix d'une lampe, on va dire, parce qu'une lampe, c'est quand même assez cher. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. On paye souvent le design aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une question de goût. Voilà, exactement. Petite précision, ils ne vont pas intégrer de micro, ces modèles-là en tout cas, pour des raisons probablement économiques. Et leur raison, c'est qu'ils veulent garder ça simple d'utilisation. Donc, on va pouvoir intégrer une ampoule Philips Hue, par exemple, dans la lampe. Ça, c'est tout à fait classique. Ils vont pouvoir être connectés à tout l'environnement Sonos. Donc, si dans cet environnement Sonos, vous avez un Sonos One, par exemple, qui a un micro, là, vous pourrez utiliser donc Alexa ou Google Assistant, un des deux sont possibles, et dire, par exemple, joue-moi de la musique sur tel Symfonisk, enceinte Symfonisk, qui sera donc automatiquement connecté au reste du réseau. Alors que très scolairement, Xavier levait la main, je lui donne la parole. Mais j'ai une petite question, parce que moi, je n'ai pas d'environnement Sonos chez moi. Est-ce que donc, ils sont faits pour être compatibles avec Sonos, mais est-ce que tu as besoin de Sonos pour faire fonctionner ces systèmes? Donc, en gros, est-ce que c'est un système qui est indépendant mais compatible, ou bien ils sont complètement dépend de Sonos? C'est l'écosystème Sonos, donc on peut utiliser l'app Sonos, donc ils n'ont pas besoin de développer de nouvelles apps, c'est l'app Sonos qui va reconnaître automatiquement de manière très très simple ces enceintes-là peuvent être intégrées au système ou pas. Donc on peut pas besoin d'un déjà une installation Sonos pour utiliser ça, concrètement. J'ai pas compris. Tu n'as pas besoin d'avoir un équipement Sonos pour pouvoir utiliser ça de manière exactement. Il faut juste utiliser l'application Sonos. Et si on a deux étagères, ou la lampe plus l'étagère, on peut les appairer comme on peut le faire avec du Sonos? Oui, ça prend toutes les caractéristiques de l'environnement Sonos. Donc on peut, et ils ont montré d'ailleurs des images où vous avez deux lampes de part et d'autre d'un canapé qui feront donc lampe et stéréo, surround pour si on complète ça avec d'autres enceintes. Très honnêtement, la lampe, soyons clairs, c'est une question de goût, mais c'est pas mes goûts, donc moi je la laisserai volontiers de côté, d'autant plus que j'ai pas besoin de lampe, donc
Ça règle le problème. Par contre, le truc un peu genre étagère, c'est gros. En gros, si vous n'avez pas vu l'image, c'est gros comme un dictionnaire, quoi. Exactement. Un dictionnaire anglais. Pas chinois. Mais donc, si on a deux comme ça, parce que vu le prix que tu annonces, c'est vraiment une bonne. C'est très intéressant pour compléter. Aussi, hein. Ils sont du niveau sonore d'un Sonos One. C'est ça. Donc exactement une bonne qualité pour une petite pièce, voire en avoir plusieurs qui font un environnement surround, et ça devient du coup très intéressant parce qu'ils seront, les lampes seront au prix des Sonos One en gros. Ouais. Donc si on prend le petit modèle qui sera à moitié prix, on peut avoir pour le prix des deux. À tester quand même, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude... Enfin, moi, j'ai encore entendu, il n'y a pas 2 jours, chez un ami, un Sonos One, j'étais assez bluffé par les basses, parce que c'est souvent ça, ces petits boîtiers, il n'y a pas jamais beaucoup de basses. Là, il y en avait, et tout ne vibrait pas pour autant. Mais, donc voilà, il faut toujours un petit peu écouter, voir si c'est un son que vous appréciez, parce que une oreille n'est pas l'autre. C'est exactement ça. C'est un peu ça aussi l'idée. Oui, voilà. Et les produits seront disponibles en été, donc bientôt, dans quelques mois, ils seront disponibles dans votre Ikea du coin. Ok, dans l'Ikea du coin, bien sûr. comme chez l'épicier du coin, quoi. Il y a l'Ikea du coin qui vendra le Smith. Oui, mais tout le monde ne vend pas des Smith Slink. Symfonisk. Ah, qui existe. W, la lettre W comme Windows. Alors, oui, ça c'est un truc que j'ai fait à une époque, ne sachant pas qu'on pouvait pas le faire. Et puis du coup, je me suis habitué à faire attention. Et maintenant je fais attention, il va plus falloir le faire. De quoi je parle ? De retirer sa clé USB comme un arracheur de dents. donc voilà, avant, il y a longtemps, hein, les premiers ports USB, je tirais le brol, m'en foutais, machin, etc. J'ai jamais eu vraiment de soucis, il faut le reconnaître. Il paraît qu'on pouvait pas faire ça, il fallait cliquer sur un bouton, etc. Maintenant, il va plus falloir le faire, ça, manifestement. Effectivement. Xavier. Vous aviez un petit bouton en bas à droite, près de l'heure, sur votre Windows, qui permettait de retirer en toute sécurité le périphérique et de l'éjecter. Donc en gros, on parle de la clé USB. Quand vous écriviez des fichiers sur la clé USB, il était de bon ton de d'abord l'éjecter de manière en toute sécurité pour être certain que tous les fichiers se trouvent bien sur la clé USB. C'était d'autant plus important si vous faisiez un coupé-coller pour ne pas que vos fichiers se perdent dans un trou noir et donc disparaissent à tout jamais. Ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler le Quick Removal et qui va permettre de retirer la clé à n'importe quel moment, pour autant que le transfert de fichiers ait été fait. Donc, contrairement à ce qui se passait avant, votre clé USB était en mode écriture quasiment permanente pour optimiser les fichiers par le système d'opération et donc avoir un transfert de fichiers plus rapide au moment où vous vouliez faire un transfert de fichiers. Cette option va rester disponible, mais vous n'aurez plus besoin de le vérifier. Donc vous allez pouvoir retirer à n'importe quel moment votre clé si vous êtes d'accord de désactiver cette fonctionnalité et donc de ralentir un petit peu le cache des opérations d'écriture. Ralentir à cause du cache d'opération d'écriture qui va être désactivé. Ça, c'est vrai uniquement pour Windows 10. Hein. C'est vrai uniquement pour Windows 10 et pour autant que vous ayez fait une mise à jour, la mise à jour d'octobre 1809, qui n'est en fait disponible sur certains postes que depuis très peu de temps, malgré qu'elle date de... D'ailleurs, il va y avoir aussi des changements sur la manière dont ils dont ils font les mises à jour majeures, il me semble, chez Microsoft. Je fais une toute petite parenthèse. Tout ce qui est mise à jour mineure de sécurité, etc., continue à se faire de manière automatique. Par contre, il y aura une fenêtre en plus dans la fenêtre des mises à jour pour les mises à jour plus importantes, entre guillemets, qui touchent vraiment à l'OS en profondeur. Ce sera affiché un petit peu différemment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à l'occasion, parce que c'est vrai que c'est le genre de choses, quand on le sait pas, on peut se retrouver à un moment donné un petit peu bloqué avec une machine on se pose la question de savoir, tiens, elle se met plus à jour, pourquoi machin, etc. Parce que c'est le noyau qui est plus vraiment à jour. Donc voilà, c'est une petite évolution. C'est aussi la suite des problèmes qu'ils ont eu où ils ont forcé des mises à jour chez certaines personnes et que en fait cette mise à jour a provoqué la perte définitive de certains documents et donc maintenant
il faut un peu plus attention avant de déployer une mise à jour et surtout de la forcer. Oui, effectivement. Donc voilà. Et en plus, c'est un sujet qui, on va pouvoir débrancher la prise parce que c'est le sujet qui conclut ce 209e épisode. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, tu parlais de trou noir, mais on n'a pas parlé de la photographie, pour la première fois, de cette photographie d'un trou noir. Juste une petite parenthèse à ce sujet, je lisais juste avant qu'on enregistre ce numéro, les raisons pour lesquelles on a transféré depuis les centres d'observation les fichiers, je me demandais pourquoi, par avion jusqu'à un endroit pour recalculer cette image, etc. C'est que on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent et Internet n'est pas efficace dans ce cas-là pour transporter, je crois que c'est 5 pétaoctets de données d'un point à un autre. L'avion, c'est mieux qu'Internet. Donc voilà, je trouvais ça assez impressionnant de se dire qu'il y avait autant de données dans cette petite tache rouge qu'on a tous vue, hein, et que vous verrez encore pas mal de fois à mon avis, parce que c'est vraiment historique comme truc. Donc voilà, on n'en a pas parlé vraiment, mais on a quand même touché un petit mot dans cet épisode 209. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme j'ai l'habitude de le dire, de vous abonner si c'est sur YouTube à notre chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez les notifications, et puis évidemment les pouces vers le haut à chaque épisode sont toujours les bienvenus également, puisque c'est ce qui nous permet d'être un petit peu mieux vus sur cette plateforme qui est YouTube et qui a foison de contenu. Et donc pour se sortir un tout petit peu la tête hors de l'eau, on a besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Si vous avez envie de nous le donner, il est le bienvenu, bien sûr. Pareil sur les autres plateformes de podcast pour ce qui est des étoiles et des commentaires et également que nous lisons systématiquement, je tiens à le préciser. Donc n'hésitez pas à en laisser des commentaires. Merci à Bruno pour cette participation une fois de plus en ce mois d'avril. Merci également à Xavier, et puis on va se dire donc du coup à très bientôt pour déjà le 210e épisode la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.